On a la joie de recevoir Laetitia Colombani. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour vous présenter, vous êtes réalisatrice, scénariste et écrivaine. Et c'est pour cette dernière activité qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous aviez publié un premier roman à grand succès qui s'appelait La Tresse. Mais c'est pour votre deuxième roman qu'on vous reçoit aujourd'hui particulièrement, le roman qui s'appelle Les Victorieuses, qui est paru aux éditions Grasset et qui vient de sortir donc cet été aux éditions du Livre de Poche. Si je dois résumer ça, donc deux personnages féminins phares dans ce livre. On va suivre d'abord Solène, une Parisienne, la quarantaine, avocate, mais qui va, malgré sa réussite apparente, faire un burn-out après un événement dans son travail. Et donc, on va suivre sa remontée, on va dire, grâce au bénévolat. Son psy lui propose d'aller faire du bénévolat pour essayer de retrouver un peu du sens, peut-être, à la vie. Et donc, elle rencontre une association qui l'envoie dans un lieu assez particulier qui s'appelle le Palais de la Femme. Et donc, c'est dans ce lieu qu'elle va croiser de nombreuses femmes très différentes, au parcours assez singulier, issues de plein de traditions différentes et du monde entier. Et voilà, c'est ça qui va peut-être lui redonner goût à la vie. Et on va suivre aussi un autre personnage qui s'appelle Blanche Perron. Et elle a existé, à la différence de Solène peut-être. Et Blanche Perron, qui est membre de l'armée du salut et qui donc va créer ce palais de la femme, va tout faire. Donc, ça va être son combat de créer ce palais de la femme. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus déjà sur la genèse de ce roman? Comment vous avez imaginé croiser ce palais de la femme, croiser Blanche Perron, imaginer Solène? J'ai croisé le palais complètement par hasard. En fait, il y a quelques années, pendant que j'étais en train d'écrire La Tresse, mon premier roman, je me suis perdue dans un quartier de Paris que je connais pas très bien, le 11e arrondissement, en me rendant à un rendez-vous. Et je me suis retrouvée devant ce bâtiment gigantesque dont le nom m'a intriguée, le Palais de la Femme. Je me suis demandé ce qui se cachait derrière ce palais. Je me suis approchée pour lire les inscriptions qui figurent sur la plaque, puisque le palais est inscrit au titre des monuments de Paris. Et là, j'ai découvert une histoire qui m'a beaucoup intriguée. J'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai fait des recherches sur ce lieu qui est l'un des plus grands foyers d'accueil pour les femmes en Europe. Ce lieu qui a été créé en 1926 par une certaine Blanche Perron. Donc, moi, j'ignorais absolument tout de Blanche Perron. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et effectivement, mes recherches m'ont conduite à découvrir son destin, son action. Et je me suis dit, il y a là un roman. Finalement, j'aurais envie d'écrire un roman dont le personnage principal serait ce lieu, ce palais, et de le raconter à travers les femmes qui y habitent, qui y vivent encore aujourd'hui, et à travers celle qui l'a fondé, et donc Blanche. Et alors, ce lieu, quand on passe dans le 11e arrondissement, c'est vrai qu'il est difficile de le louper parce qu'il fait vraiment un paquebot au milieu du 11e. Vous avez appris des choses en particulier parce que c'est pas Blanche Perron qui l'a fait construire ce bâtiment, hein, c'est un bâtiment qui existait avant, c'est ça, hein? Oui, le bâtiment existait. Alors, ce qui m'a saisi, c'est que pendant des siècles, à l'endroit du bâtiment était établi un couvent avec le cimetière des religieuses, avec un parc, un potager, etc., une chapelle. Et ce couvent a été rasé au début du XXe siècle. Les religieuses ont été expulsées et l'endroit a été complètement rasé. Et la Fondation Le Body a reconstruit un grand hôtel qui à l'époque comptait 743 chambres pour accueillir au départ des ouvriers, des hommes célibataires qui venaient travailler sur les chantiers de la Fondation Le Body, qui avaient besoin de se loger sur Paris. Et puis il se trouve que ce gigantesque hôtel pour hommes célibataires s'est vidé lors de la mobilisation en 1914. Les hommes sont partis au front. Là, le bâtiment a été transformé en hôpital de guerre. Et puis, à la fin de la guerre, il s'est vidé complètement. Et il était tellement cher, tellement gigantesque et tellement cher que, en fait, personne ne pouvait l'acquérir. Et en 1925, Blanche Perron, qui elle militait dans l'armée du salut, qui était la commissaire de l'armée du salut en France avec son mari Albin, c'est-à-dire la chef de l'armée du salut en France, eh bien un jour Blanche Perron découvre que ce lieu est vide, en plein Paris, 743 chambres, et elle se dit mais c'est scandaleux, des gens meurent de froid et de faim dehors, et là il y a
il y a un hôtel, il y a un palais. Et en fait, Blanche Perron va décider d'acheter pour l'Armée du Salut ce palais, alors même qu'elle n'a pas un centime en poche. Donc ça, c'est toute l'épopée que je raconte aussi dans le roman. C'est comment Blanche et Albin Perron ont réussi à réunir les millions de francs nécessaires pour acheter le palais et ensuite le rénover, l'installer, ce qui doublait son coût, faire d'immenses travaux pour qu'il puisse ouvrir ses portes en juin 1926. Quand j'ai commencé mes recherches sur Blanche, j'ai été frappée parce que sur Internet, alors je n'ai rien trouvé, il n'y avait rien, aucune documentation sur elle. Albin Perron, son mari, avait une page Wikipédia, mais pas Blanche. Je sais qu'elle a été créée depuis et je m'en réjouis. Donc, en fait, j'ai fait appel à des personnes de l'Armée du Salut, à des responsables de l'Armée du Salut, qui m'ont ouvert des archives, qui m'ont donné des documents d'époque. Et puis, j'ai pu aussi retrouver un livre qui a été écrit par un certain Raoul Goutte dans les années 30, qui est une biographie de Blanche Perron, qui s'appelle Blanche Perron, une victorieuse. J'ai repris le terme victorieuse pour le titre, absolument. Et cette biographie fourmillée de détails sur la vie de Blanche et Albin, de son enfance jusqu'à sa mort. Donc, j'ai pu recueillir des informations et par la suite, j'ai aussi pu entrer en contact avec des descendants de Blanche et Albin Perron. On connaît un peu tous, je pense, l'engagement social de l'Armée du Salut, hein, à travers les maraudes, à travers tout un tas d'autres actions. Peut-être tout le monde ne connaît pas le fait que c'est une église avant tout et d'abord, aujourd'hui membre de la Fédération protestante de France. Comment pour vous ça a été, parce que peut-être je ne sais pas si vous connaissiez cette partie-là de l'Armée du Salut, comment ça a été pour vous de retranscrire, même si c'est léger dans le roman, la partie foi de Blanche et Albin Perron, parce que clairement on sait aussi qu'elle est fille de pasteur et que voilà, c'est aussi ça qui dirige son action humaniste, c'est aussi sa foi chrétienne. Je pense que c'est avant tout sa foi qui l'a guidée, mais j'ai pu lire aussi un livre qu'elle-même a écrit. Blanche Perron a écrit un livre qui s'appelle Sur le chemin qui monte, où elle parle de sa foi. D'ailleurs, c'est un livre qui est consacré vraiment à sa foi, où elle cite beaucoup de textes religieux qui ont été vraiment ses moteurs, ses sources. Donc ça, moi j'ai été très frappée de voir à quel point Blanche et Albin étaient engagés, avaient une foi et leur engagement est vraiment indissociable de cette foi. Dans la tresse, j'avais parlé du catholicisme, j'avais parlé du judaïsme, j'avais parlé de l'hindouisme et du sikhisme. J'avais 4 personnages qui étaient issus de traditions, de religions différentes et ce voyage dans les religions m'avait passionnée. Et donc, avec les Victorieuses, j'ai pu rentrer davantage dans le protestantisme, qui était une religion que je ne connaissais pas très bien. Et donc, après, dans le portrait de Blanche et Albin, j'ai mentionné, bien sûr, ce rapport très étroit à la religion. Et je ne l'ai pas placé au premier plan volontairement parce que je ne voulais pas non plus écarter un lectorat qui ne serait pas dans la foi protestante. Je voulais vraiment que mon livre puisse s'adresser absolument à tout le monde. Mais j'ai évoqué effectivement le fait que Blanche est fille de pasteur et que c'est quelqu'un qui a toujours eu une pratique spirituelle, une vie intérieure spirituelle très très forte et très riche, très intense. Là, quand on lit ses écrits, on le sent immédiatement. Évidemment, ça donne envie d'aller découvrir ses écrits à elle. Si on dit un petit mot de son mari Albin, alors dans le roman, il est comment dire, il est derrière, mais on le sent derrière, à soutenir sa femme et à soutenir le combat, et lui aussi très engagé. Qu'est-ce que vous avez découvert de leur relation à tous les deux ? Moi, j'ai été vraiment étonnée de découvrir l'histoire de ce couple qui était vraiment plus qu'un couple, qui était un tandem, qui était une association, qui était un homme et une femme qui se sont rencontrés sur cette cause-là, sur la cause des défavorisés le combat qu'ils voulaient mener. Ce qui m'a surpris finalement, c'est que je trouve que c'est un couple entre guillemets moderne avant l'heure, puisque Blanche Perron, très jeune, avait dit « Moi, je ne veux pas rester enfermée chez moi à élever des enfants. Je veux être active, je veux être sur la scène publique, je veux me sentir utile, jouer un rôle dans la société. Et donc, pas question de me marier. » Donc, au départ, Blanche Perron, elle avait juré qu'elle resterait célibataire. D'ailleurs, elle était fiancée à un jeune capitaine, elle avait rompu ses fiançailles.
Et puis d'un seul coup, quand elle rencontre Albin, qui est très très jeune, hein, puisqu'ils ont même pas 20 ans, hein, quand lui la rencontre, il n'a même pas 20 ans, bien, elle se dit, cet homme-là est comme moi, finalement, il a les mêmes envies, les mêmes rêves, la même foi, le même engagement pour les autres, et ils vont passer quasiment un pacte ensemble, c'est de toujours être côte à côte pour œuvrer dans ce combat, tout en ayant 6 enfants quand même. Blanche Perron n'a jamais cessé d'être active. Le couple s'est organisé pour s'occuper des enfants pendant que l'un partait en tournée, etc. Et donc, je trouve que à une époque où finalement les femmes n'avaient aucun droit, ni le droit de voter, ni le droit de travailler, ni le droit de posséder un compte bancaire. Enfin, les femmes, à l'époque où a vécu Blanche Perron, les femmes n'avaient pas de droit. Eh bien, ce couple-là, il s'est finalement, il a démontré une vraie modernité et ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, j'ai toujours à cœur, comme dans la tresse, de parler des réalités avec optimisme, enfin, de vouloir apporter de l'espoir. Et c'est vrai que cette armée du salut, que ce palais de la femme, ce sont des choses qui m'ont inspirée, qui parlent d'une réalité dure, âpre, mais en même temps, qui sont porteurs d'espoir. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, moi, je vous recommande évidemment La Tresse, mais que vous avez peut-être déjà lu, qui est aussi en format poche. Et puis, pour cet été, Les Victorieuses à emporter avec vous pour les vacances. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup enthousiasmé. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, Laetitia. Merci, merci à vous.